Leçon numéro 5, principes généraux et administration d'État. Quels sont les acteurs du droit administratif? La notion d'acteur, c'est-à-dire de personne qui prend une part active à la prise de décision, sera préférée à celle d'autorité administrative qui renvoie au droit d'imposer obéissance avec ses connotations d'autoritarisme, de domination, voire d'arbitraire. Elle correspond mieux à la pluralité des personnes, parfois privées, qui participent à la prise de décision et aux évolutions récentes du droit administratif qui s'inspirent de plus en plus des techniques utilisées en droit privé. Le recours aux procédés contractuels, la gestion du domaine public, l'évolution de la fonction publique, les modalités d'intervention au sein de l'économie sont autant de points de convergence entre le droit privé et le droit administratif. Les acteurs du droit administratif sont des personnes morales dont l'action contrôlée s'inscrit dans un cadre territorial. Celui-ci correspond ou pas à l'ensemble du territoire national. Ces différents acteurs seront présentés en 2 leçons, les leçons 5 et 6, après qu'une introduction ait précisé les principes généraux. L'exposé de ces principes généraux va s'articuler autour de 3 paragraphes. La personnalité morale, les modes d'organisation, les contrôles administratifs. Paragraphe 1er, la personnalité morale. À l'intérieur de la catégorie des personnes juridiques, c'est-à-dire des sujets de droit reconnus et protégés, on oppose les personnes physiques aux personnes morales. Contrairement à la personne physique, à la fois entité biologique et entité juridique, la personne morale est seulement une entité juridique. C'est donc une construction abstraite comme un syndicat, une fondation, une association, mais qui ne peut être assimilée à une fiction. Premier point, la notion de personne morale, celle-ci est définie comme un ensemble de personnes organisées en vue d'un certain objectif, qui peut être sportif, politique, commercial, industriel, etc. Elle n'a le droit d'agir que pour mettre en œuvre cet intérêt collectif, à l'exclusion de tout autre intérêt. C'est le principe de spécialité. Dotée d'organes chargés de la diriger et de la représenter, mais aussi de moyens, patrimoine personnel, elle peut acquérir des droits ou contracter des obligations. Deuxième point, la personnalité morale en droit administratif maintenant. Il n'y a pas de personne physique en droit administratif. En droit public, la personnalité morale est à la fois le fondement et la mesure de l'autonomie d'une institution par rapport à l'État. Elle fonde par exemple la distinction entre 2 modes d'organisation administrative, la déconcentration et la décentralisation. L'attribution de la personnalité morale entraîne des conséquences pratiques importantes. Chaque personne morale a son personnel propre, relevant parfois de statuts différents, est propriétaire de son domaine, est personnellement responsable des dommages causés par ses actes. Les personnes physiques agissant au nom de l'administration ne sont que les représentants, c'est-à-dire les organes des personnes morales. Elles n'exercent leurs compétences qu'au nom de la collectivité à laquelle elles appartiennent. Les personnes morales de droit administratif constituent un ensemble formé par les collectivités territoriales, États, départements, communes, régions, territoires d'outre-mer, et les institutions spécialisées, établissements publics, auxquels sont assimilés les groupements d'intérêt public. Enfin, aux frontières du droit public et du droit privé, les organismes privés chargés d'un service public se rapprochent à certains égards des personnes morales de droit privé. L'administration prise dans son ensemble n'est donc pas une personne morale. Troisième point, les différentes personnes morales administratives. Du point de vue organique, l'administration est constituée d'une série de personnes morales, essentiellement de droit public, dotées de nombreux services internes. Apparemment stable depuis une vingtaine d'années, la trilogie des personnes publiques se présente de la manière suivante. Premièrement, l'État. L'État est une personne morale d'une nature particulière. Doté d'une personnalité morale d'un type classique, il a des biens, des agents, passe des contrats, engage ses responsabilités, constitue un ensemble unitaire. Il possède en plus des caractéristiques propres au nombre de 2. Première caractéristique, la souveraineté de l'État s'exprime dans l'ordre interne de 2 manières différentes. Il est le seul à fixer lui-même ses pouvoirs ou ses attributions,
On dit qu'il détient la compétence de sa compétence. Il est le seul à exercer un contrôle sur toutes les autres personnes morales. Contrôle de leur existence, de leur statut, de leur fonctionnement. Il lui appartient de fixer les droits et obligations, tant des personnes physiques que morales. Deuxième caractéristique, je dirais même plutôt seconde caractéristique, puisqu'il n'y en a que deux. Seconde caractéristique, l'universalité de l'État est à la fois territoriale et fonctionnelle. L'État exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national et intervient dans tous les domaines administratifs. Contrairement à une erreur répandue, les nombreux services de l'État, ministères, préfectures, etc., ne sont pas dotés de la personnalité morale et leurs actions ne font qu'engager l'État. Il ne faut pas oublier non plus que le Parlement et les juridictions ne sont pas des organes administratifs. Deuxième personne publique morale, les collectivités territoriales infra-étatiques. Les collectivités territoriales infra-étatiques sont également des personnes morales fondamentales qui exercent des compétences administratives générales à l'encontre d'une population liée à un territoire. En tant que telles, elles disposent d'une autonomie relative dont les principes sont fixés par la Constitution et par le législateur en application des articles 34 et 72 de la Constitution. Mais ces compétences ne s'exercent qu'à l'intérieur d'une aire géographique qui ne couvre qu'une partie du territoire national, la région, le département, la commune par exemple. Contrairement aux collectivités territoriales, les circonscriptions administratives ne possèdent pas la personnalité morale, ce ne sont que de simples aires géographiques correspondant aux implantations des services de l'État, comme le canton et l'arrondissement. Troisième personne morale, les institutions spécialisées. Les institutions spécialisées se répartissent également entre 4 niveaux, État, région, département, commune. Désormais, à côté des établissements publics longtemps seule catégorie morale de ce type, d'autres personnes morales existent comme les groupements d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes que nous verrons à la fin de cette leçon. Les personnes morales sont hiérarchisées, l'État se situe au-dessus de toutes les autres puisqu'il lui appartient de fixer les droits et obligations tant des personnes physiques que morales. L'ensemble peut être présenté selon le schéma proposé par messieurs Guy Bréban et Bernard Stirn dans le droit administratif français, reproduit dans la page, dans cette partie-là, reproduit dans votre document de travail. Quatrième point, l'interdépendance des personnes morales de droit administratif. Les personnes morales de droit public sont interdépendantes. Elles peuvent coopérer, se contrôler, entrer en conflit. Il existe plusieurs formes de coopération entre personnes morales de droit public. Une même personne peut agir tantôt au nom d'une collectivité, tantôt au nom d'une autre. C'est ce qu'on appelle le dédoublement fonctionnel. Par exemple, le maire, agent de la commune, agit au nom de l'État quand il exerce ses fonctions d'officier d'état civil. Il arrive également qu'une personne morale mette une partie de son personnel à la disposition d'une autre personne morale. Dans les villes d'une certaine importance, les policiers sont des agents de l'État. La coopération entre personnes morales administratives peut s'exercer également par la constitution d'un groupement de droit public, syndicat mixte, ou par le cofinancement d'un projet d'équipement, une route financée à la fois par l'État, la région, le département, la chambre de commerce, comme nous le voyons souvent sur les grands panneaux mis sur le bord des routes. Les contrôles s'effectuent soit à l'intérieur d'une même personne morale, soit d'une personne morale sur une autre. Il s'agit par exemple, dans le premier cas, du contrôle hiérarchique à l'intérieur de l'État et dans le second, du contrôle de tutelle. Enfin, des relations de conflit peuvent surgir entre personnes morales administratives. Elles ont alors recours à des procédures spéciales comme le déféré préfectoral ou utilisent les procédures contentieuses de droit commun. Cinquième point, les personnes morales de droit privé acteurs de droit administratif. Longtemps, on a opposé les personnes administratives aux personnes juridiques de droit privé, personnes physiques ou morales. Chacune intervenait dans un secteur clairement délimité, les unes pour l'accomplissement du service public, les autres dans le secteur de la vie civile ou commerciale. Cette conception claire et simple de l'administration a volé en éclats à partir des années 1930, c'est-à-dire il y a déjà fort longtemps. L'intervention des personnes morales de droit privé s'est faite dans un premier temps au sein de la très ancienne technique de la concession. Un contrat confié à une personne privée agissant sous le contrôle de l'administration, la construction d'un ouvrage public ou encore l'exploitation d'un service public.
Tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, la gestion sous cette forme de service public économique paraissait concilier les nécessités de l'intérêt général, les autorités administratives définissant les obligations de service à respecter, et les principes de libéralisme économique. Dès sa création, par exemple, le service du chemin de fer a été délégué par l'État à des sociétés commerciales. Il ne s'agissait là que de confier à des personnes privées la gestion d'entreprises économiques. À côté de cette hypothèse où les rôles respectifs sont clairs et précis, d'autres formes se sont développées. L'arrêt du Conseil d'État du 13 mai 1938, Caisse primaire aide et protection, a introduit dans le droit administratif la notion d'établissement privé chargé de l'exécution de services publics. Il s'agissait en l'espèce des caisses primaires d'assurance sociale auxquelles le Conseil d'État reconnaît la mission de gérer le service public de la sécurité sociale. Déjà dans l'arrêt du 20 décembre 1935, établissement Vésia, le Conseil d'État avait amorcé cette évolution. Il avait admis qu'une société privée de prévoyance fonctionnant en Afrique réalisait des opérations présentant un caractère d'intérêt public, lui permettant de recourir à la procédure de l'expropriation. Cette position du juge fut confirmée par la suite. 4 arrêts du Conseil d'État ont ancré cette jurisprudence. En 1942, décision d'Assemblée du 31 juillet Montpeur sur les comités d'organisation. En avril 1943, une autre décision d'Assemblée Bougain sur les ordres professionnels. En 1946, une décision de section Morand sur les organisations coopératives. Et enfin, le 13 janvier 1961, Magnier sur les groupements d'agriculteurs formés pour la défense contre les ennemis des cultures. Désormais, d'innombrables personnes morales de droit privé peuvent, en dehors de tout contrat, édicter sous certaines conditions des décisions administratives unilatérales ou prendre en charge de multiples services publics. Je vous renvoie à la leçon ou même aux leçons sur la décision unilatérale et le service public. Il y a donc un mélange croissant entre administration publique et organismes de droit privé, même si ces dernières se rattachent toujours de manière indirecte aux personnes publiques, car elles ne sauraient intervenir que si celles-ci les ont habilitées à le faire. Le risque de confusion est certain, car ces personnes de droit privé ne sont parfois que de simples démembrements de l'administration. Que penser du développement considérable, tant au plan local que national, des sociétés d'économie mixte, sociétés anonymes de droit privé, dont le capital est en grande partie détenu par des personnes morales de droit public. Or, le rattachement à une personne dite de droit public ou de droit privé emporte des conséquences importantes, par exemple, en domanialité publique, pour les contrats ou les voies d'exécution. Il est essentiel de savoir si l'exécution d'un service public est le fait d'une personne publique ou d'un organisme de droit privé, dans la mesure où les personnes publiques bénéficient de certaines prérogatives ou sujétions dont les personnes privées sont exclues. En revanche, les personnes privées bénéficient de libertés de gestion étrangères aux personnes publiques.